il a fallu résoudre un paradoxe de départ qui était de donner la parole à des auteurs de l'Est, donc des auteurs qui sont peu connus en France. Et en même temps, il fallait trouver, ça a été une nécessité, des passeurs et des passeuses, c'est-à-dire des écrivains et des écrivaines qui ont des noms familiers, que les gens ont l'habitude de lire, etc., et qui prennent nos lecteurs par la main pour les amener vers des sujets qui sont plus compliqués ou des noms qui sont inconnus au bataillon. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine Perrine Daubas, consultante dans les médias, mais surtout, je te reçois aujourd'hui pour ton rôle de cofondatrice de Cometa. Et tu es la cofondatrice et directrice générale de cette nouvelle revue littéraire. Perrine, bienvenue. Merci beaucoup François, bonjour. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc Cometa, c'est un nouveau média, une nouvelle revue littéraire, comme je le disais. Peut-être avant qu'on en parle un peu, une petite carte d'identité à propos de toi, on a eu déjà l'occasion de travailler ensemble. Je disais, tu es consultante, donc tu accompagnes pas mal de médias, notamment RSF, mais d'autres médias indépendants comme La Déferlante. C'était sur ce dossier qu'on avait eu le plaisir de travailler ensemble. Tu viens aussi du milieu philanthropique, des ONG, etc. Donc, tu as quand même une belle expérience. Comment on renouvelle son intérêt pour un nouveau projet média et je m'étais noté comment se lancer sans cynisme. Parce qu'on connaît la difficulté de cette industrie, des médias. C'est des modèles qui sont durs. Voilà, c'est quoi un peu tes enseignements et puis quelle énergie et intérêt tu as pu mettre derrière ce projet ? Alors, plein de questions, mais très intéressantes. Moi, l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui ne me fait jamais défaut. Je ne sais pas si les auditeurs du podcast partagent ça, mais je trouve qu'en fait, un nouveau projet média, c'est un champ des possibles immense. Et tout de suite, d'emblée, je me pose toujours plein de questions sur les sujets qu'on peut traiter, l'audience qu'on peut rencontrer, etc. Donc, le cynisme, je réfléchis, mais je crois vraiment que c'est un sentiment qui ne m'a jamais traversé. T'y crois à chaque fois. J'y crois à fond et en fait, oui, c'est un nouveau projet, quoi. C'est comme commencer une nouvelle série, presque, en fait. On a envie de connaître la suite. Exactement. Et on a envie de savoir comment ça va se passer. Moi, effectivement, je viens du monde des ONG. Donc, j'ai commencé ma carrière dans un syndicat qui avait pour but de promouvoir les intérêts de grosses ONG en France, les grosses associations et fondations. Et je travaillais sur les questions de philanthropie et de mécénat. Je me suis spécialisée là-dedans. J'ai écrit 2 bouquins à l'époque sur le sujet, sur la manière dont on lançait sa collecte de fonds. Et assez vite, j'ai été recrutée par Reporters sans frontières, qui est donc l'ONG de défense de la liberté de la presse qu'on connaît, et qui avait longtemps reposé sur la vente d'albums photos, qui paraissent 3 fois par an, toujours aujourd'hui, je continue à m'en occuper, et dont le financement mutait. Donc à l'époque, ils se disaient qu'il fallait développer le mécénat et la philanthropie. Et ils m'ont recruté, ils ont créé un poste, et ils m'ont recruté pour faire ça. Donc on est allé chercher du financement auprès de grandes fondations, des particuliers, de mécènes. Et j'ai occupé plusieurs fonctions. Au début, c'était juste le développement. Ensuite, je me suis occupée aussi des éditions, puis de la communication. Et en fait, l'album de Reporters sans frontières, c'est un objet qui est passionnant parce que déjà, c'est un objet philanthropique intéressant puisque les photographes donnent les photos. Il y a des mécènes qui soutiennent en achetant des pages de pub. Et puis, c'est un micro... c'est le meilleur stage que j'ai fait, en fait, pour découvrir le monde des médias et de l'édition. Voilà. Donc là, j'ai tout appris, exactement. Et au bout de quelques années, je me suis mise à mon compte. Et puis, le bouche à oreille a fait que plusieurs éditeurs de presse sont venus me voir pour les aider soit à lancer, soit à relancer des titres. Donc aujourd'hui, effectivement, j'accompagne plutôt des médias indépendants, plutôt papier. Et je continue à travailler un peu sur des projets d'intérêt général pour chercher du financement
un peu ta spécialité, le modèle. Voilà. Tous les clichés, exactement. Le modèle économique et le développement, vraiment. Ouais. Et le papier. Le papier. Ouais, tout à fait. Et on y croit encore. Non, mais et t'as raison. Et donc le papier, justement, Cometa, c'est une revue papier hein, à la base. Donc la baseline à l'est du nouveau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus le pitch de la revue? En fait, c'est une revue qui se concentre sur des récits littéraires. Elle est née au lendemain de la guerre. Ouais. Mes associés Léna Mauger et Serge Michel. Donc de la guerre, l'invasion d'Ukraine. Oui, de l'agression russe en Ukraine, puisque la guerre, là, c'est pas terminé. Donc pas au lendemain de la guerre, au lendemain de l'agression. Ouais. Et en fait, mes associés qui travaillent depuis longtemps dans la presse, Léna, c'était la rédactrice en chef notamment de 21 et 6 mois. Serge, il a été directeur adjoint de la rédaction du Monde, notamment, enfin plein d'autres choses. Et en fait, ils se sont dit que la plus grosse crise qu'on était en train de connaître sur notre continent, qui plus est, provenait de l'Est, alors que nous, on a tous eu très longtemps les yeux rivés à l'Ouest. Et que c'est un territoire qui est mal connu, aussi bien du grand public que de la presse, que des journalistes, ouais. Pas tous, évidemment. On a beaucoup découvert avec cette guerre, justement, un peu cette géographie, ces petits pays, la Biélorussie. Alors, bien évidemment, ceux qui savent, mais j'allais dire, mais le grand public, voilà, c'est proche de nous et en même temps des pays qu'on connaît assez très loin. Ouais. Très loin. Et la guerre, c'est un événement déclencheur. C'est aussi un événement qui est intéressant quand on crée une revue, parce que ça a ses particularismes, en fait. Déjà, nous, on est arrivé sur un terrain qui est très, très tendu sur le plan de la pensée. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, on s'est rendu compte assez vite, et en travaillant sur le numéro 1, évidemment, on avait envie de donner la parole à tout le monde, à des Russes, à des Ukrainiens, mais aussi à des Polonais, des Hongrois, etc. Et en fait, nos auteurs ukrainiens nous ont demandé, et puis ça a été difficile, c'est des mails qui se sont succédés, s'il y avait des Russes qui prenaient la parole dans la revue. Et on leur a dit oui, on leur a dit il y a des Russes, ils sont anti-guerre, ils sont anti-Poutine, etc. Mais je sais pas si tu sais, mais il y a vraiment une politique d'État en Ukraine, il y a vraiment cette posture catégorique de la plupart des intellectuels et des artistes qui refusent de s'afficher aux côtés de Russes, quels qu'ils soient. Quel que soit leur bord. Qui peut, de notre point de vue, être un peu de la bêtise quelque part, parce que évidemment, alors, on n'est pas envahi par un pays, donc c'est peut-être facile à dire, mais évidemment, mettre tout le monde dans le même panier, on se doute bien qu'il y a des Russes qui sont contre la guerre, contre Poutine, etc. Alors non, justement, il y a de la part d'intellectuels, c'est un peu bizarre. Comme ouais, mais justement, il y a plusieurs nuances de gris, ce qui fait que grâce à ça, on a quand même pu aller rattraper entre guillemets des auteurs. Mais notre rédactrice en chef adjointe, qui s'appelle Haïdé Sabéran, elle a dû faire un travail, parce que vraiment, il y a eu un moment où on a pratiquement perdu tout le monde. Okay. Et on s'est dit, on peut pas sortir un numéro 1 où il y a que des plumes russes. Ça n'aurait pas de sens. Et oui, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Et donc, il a fallu convaincre des gens. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, qui ont des positions qui sont plus souples. Ouais. Donc, par exemple, dans notre comité éditorial, on a Andrei Kourkov, qui est un très grand auteur ukrainien, qui, lui, a décidé de s'affranchir de cette politique. Mais ça a été vraiment difficile, ça a été laborieux, mais ça a aussi été un objet éditorial. Et tu vois, par exemple, là, Emmanuel Carrère, dont je reparlerai, est reparti en juillet à la suite de ça. Il est reparti en Ukraine, justement, pour enquêter sur ce qu'il appelle le dialogue impossible. Alors, on verra si le titre reste le même. Mais pour faire un long reportage qui paraîtra probablement dans le numéro 2 ou le numéro 3. Mais ça a été un premier objet vraiment difficile à traiter, quoi. Traiter, même si on l'a documenté et qu'évidemment, on en a fait quelque chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est que, en fait, on revient toujours au lecteur. Donc, on s'est dit, dans ce contexte, je sais pas si tu te souviens du baromètre Lacroix de 2023, mais en fait, s'il y a un sujet sur lequel les gens estiment être bien informés, c'est la guerre en Ukraine. Donc on s'est dit, nous, il va falloir quand même qu'on se positionne par rapport à ça. Et voilà, donc on s'est un peu interrogé sur ce que les gens attendaient dans ce contexte, et c'est là-dessus assez naturellement qu'on est allé vers des formats qui sont plus de l'ordre du temps long, du pas de côté, du fait de décentrer le regard, etc. Et ça s'adresse à qui alors ? C'est qui puisque tu parles de l'audience, donc les personas, ou en tout cas vous vous adressez. C'est une revue littéraire, tu l'as dit, des formats longs, des auteurs. C'est pour qui ? C'est vraiment pour les amoureux de la littérature, du voyage. C'est une revue qui est assez exigeante, là. On ne peut pas la montrer, mais elle... 208 pages, un très beau papier. Ouais, c'est des très beaux papiers, effectivement. Ouais. Elle est touffue.
Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de photographies, il y a de la cartographie, etc. Et donc, on veut pas évidemment qu'elle soit intimidante. Donc, peut-être je te redirai un mot de la manière dont on procède, mais en tout cas, elle s'adresse clairement à des gens qui ont envie de comprendre, de découvrir, qui ont envie de lire des sujets longs et qui aiment la littérature, parce qu'on est une revue d'auteurs. Ouais. C'est vraiment des récits littéraires, c'est-à-dire que c'est des histoires vraies, mais c'est pas des journalistes qui écrivent pour la plupart, c'est vraiment des auteurs. On va revenir effectivement après bien sur le positionnement. Je continue un peu la carte d'identité. Ouais. J'ai vu un article de la lettre A qui disait voilà, vous avez fait un beau tour de table, un peu plus de 700 000 € avec Xavier Niel, Vera Michalski de Hoffmann Roche. Qu'est-ce que ça permet de concrétiser un tour de table comme ça, au-delà de l'engouement qui est assez impressionnant pour un média comme ça? Qu'est-ce que ça permet un tour de table comme ça? Alors nous, très concrètement, ça nous a permis de travailler pas loin d'1 an, 9 ou 10 mois, disons, en étant tous rémunérés, en rémunérant vraiment tout le monde. Et comme je te le disais, l'exigence éditoriale rendait tout ça nécessaire. Au-delà de ça, donc c'est vrai que ça a suscité beaucoup de curiosité, cette levée de fonds, parce que pour les MOOC, c'est quand même assez atypique de lever 760 000 €. Nous, ça nous a donné beaucoup d'énergie. On a rencontré ces investisseurs qui étaient convaincus. Vera Michalski, elle soutient beaucoup de projets qui sont semblables aux nôtres, enfin des maisons d'édition, des festivals, etc. On a aussi Karel Gauthier, qui est un banquier français installé à Genève, qui écrit des polars la nuit et qui avait hyper envie de nous soutenir, qui y croyait et qui nous a présenté d'autres gens. Et il croit en quoi? Dans le projet, les histoires dans l'équipe, ou c'est eux, ils se disent c'est important de parler de l'Est, etc. Ouais, qu'est-ce qu'ils achètent dans le projet? C'est important de parler de l'Est. L'Est, ça a été centrale dans cette levée de fonds. On a la famille Dornano, c'est la famille qui est propriétaire des laboratoires Sisley, enfin pas les laboratoires d'ailleurs, des cosmétiques Sisley. Et eux, c'est une famille d'origine polonaise et en fait, ils sont tous intéressés par le contenu. Ils sont tous, et dans les conseils d'administration, on parle vraiment... Ils ont une distance qui est très saine, pas du tout d'ingérence. Et d'ailleurs, on a été accompagné par quelqu'un que tu connais peut-être, qui s'appelle Benoît Huette, qui est un avocat qui est spécialiste sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on étanchéise une rédaction par rapport au capital? Et ça, pour nous, c'était évidemment important de donner des garanties. C'est un peu politique comme ça. Enfin, t'es jamais très loin de... Oui, là, vraiment, clairement, c'est souvent... c'est de la dynamite, parfois. Ouais. Et donc, on a vraiment fait attention à ça. Mais on a de la chance d'être vraiment très bien accompagnés par ces investisseurs qui sont à la fois loin, mais très dispo pour nous donner un coup de main sur des sujets précis. Donc voilà, oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'Est qui les intéresse. Ouais. Et donc cette levée de fonds, c'est de la visibilité. Donc vous êtes là au moins pour 1 an. Oui, là, 18 mois, on a un budget prévisionnel qui, alors 18 mois au moins, ça. Et puis on a des objectifs que pour le moment, alors on est vraiment aux prémices, parce que là on est en plein dans notre campagne de financement participatif, mais on dépasse nos Bank qui cartonne bien. Ouais, qui cartonne bien. Tu connais un peu le sujet des crowdfunding. Ouais, évidemment. Oui, je suis ça depuis le début. Parce que très dans les ONG, c'était aussi un sujet. Et donc ça marche très bien. Et donc on s'abonne sur cette campagne. C'est du préabonnement avec un peu de contrepartie. C'est ça. En fait, là, vraiment, ma stratégie, ça a été de me dire que comme on avait fait cette belle levée de fonds, nous, on avait... En réalité, pour être clair, on n'avait pas besoin de financer notre projet. Il était financé. C'est bien de le dire. Tu vois, ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est pas par gourmandise, mais c'est au-delà, c'est plus tous les mécanismes d'aller chercher la communauté. Exactement. Et donc, c'était vraiment l'objet. Et du coup, alors, je sais pas si on le dit aussi clairement, mais en tout cas, on dit pas qu'on a besoin de cette levée de fonds pour imprimer le premier numéro. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, on avait besoin de créer une première communauté de lecteurs. Et ça, on voulait quand même récompenser les premiers contributeurs, parce que c'est vrai que
c'est un sujet qui est intimidant. On a envie d'aller au-delà des initiés, des amoureux de la littérature russe. Clairement, on a envie d'aller au-delà de ça. Et du coup, il fallait des offres qui soient très, très engageantes. Donc, c'est pour ça que si vous regardez sur la campagne Kiss Kiss, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des offres qui sont financièrement assez agressives, clairement, où on a fait des gros discounts parce qu'on s'est dit que nous, on veut acquérir une première communauté pendant 1 an avec laquelle on va travailler, dont on va apprendre à comprendre les attentes, les besoins, etc. Donc tu le vois presque comme un investissement d'acquisition. Ouais, exactement. Plus que comme une source de financement. C'est ça. C'est marrant, tu vois, c'est un peu retourner le truc. Je sais pas si c'est si commun. Je crois pas. J'ai pas mal regardé et je crois pas que ce soit si commun. Et même, j'ai eu des doutes à un moment parce que je me suis dit que en phase de lancement, c'est pas toujours très bon de baisser ton prix de manière trop importante. Surtout quand t'as ce positionnement. C'est l'inverse. Oui, là, on est sur un truc très quali, donc c'est plutôt soutenez-nous, donnez plus, etc. Et puis vous serez des membres d'honneur, etc. Alors qu'effectivement, le discounté, tu te dis... mais bon, c'est bien marketé, là, en l'occurrence. Et en l'occurrence, surtout, ça marche super bien. Enfin, on a vraiment... engagé, voilà, on n'est pas tout à fait à la fin, donc je peux pas donner de chiffres, mais on est complètement au-delà de nos objectifs. Donc ça, déjà, c'est génial. Ouais. Ce qui n'était pas évident. Non, ce qui est jamais évident. Et donc là, c'est des gens qui se sont abonnés, et tu récupères, juste dans le détail, tu récupères après la base mail de ces gens-là, tu les transformes en abonnés dans ton système, ils reçoivent leur contrepartie, et puis après c'est parti, quoi. C'est ça. En fait, ce qui a été génial dans cette campagne, c'est que normalement sur les campagnes Kiss Kiss, c'est plutôt les petites contreparties qui sont très souscrites. Et du coup, tu vends majoritairement des tout petits abonnements, soit pour 1 numéro, soit pour 6 mois. Et ce segment-là, il est vachement dur à convertir ensuite. Il y a beaucoup de déperditions. C'est du one-shot, qui sont contents, ils ont été sollicités, ils trouvent le projet bien, je donne une fois, et puis en fait... Voilà. Et là, nous, on a vendu, mais de manière écrasante, un abonnement d'1 an. Et du coup, ça nous permet... vraiment de voir sur le long terme, ça c'est une certitude, mais mon taux de marge, il n'est pas énormissime sur ces abonnements. En revanche, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nous permet de se dire qu'on va travailler avec cette base-là pendant 1 an. T'as 1 an pour les convaincre. Pour les convaincre, pour tester, pour leur parler, pour les rencontrer, etc. Donc ça, c'est absolument génial. C'est pas une masse qui va disparaître comme ça. On parle c'est un trimestriel. Hein. C'est un trimestriel, c'est 4 fois par an. Si t'en as qu'un, effectivement, très vite, ces gens-là disparaissent de la circulation. Donc là, t'as 4 numéros pour transformer cette communauté. Exactement. Et pour leur proposer d'autres choses, pour voir un petit peu où est-ce qu'ils vont accrocher et comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Et puis, on a des leviers aussi pour la fidélisation. Ils sont rentrés avec un tarif très particulier. Je me dis que ça va être intéressant à un moment pour de la réactivation plutôt que de la fidélisation d'ailleurs, de voir si jamais on peut pas les garder en leur proposant, en leur disant vous qui avez été là depuis le début, je vous propose de resouscrire au même tarif. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Oui, ça va être intéressant en termes de marketing de voir un petit peu tout ça. Elle vaut combien la revue, l'abonnement, le canal de monétisation? Il y a pas de pub, hein, donc ce sera juste de l'abonnement, du kiosque, de la librairie. Alors, ça va être de l'abonnement. Ça, c'est la base du modèle économique. Hein. Clairement, c'est à peu près 50% de mon chiffre d'affaires pour le moment. Enfin, en tout cas, des projections. Et donc là, la philosophie, c'est vraiment d'avoir une relation directe avec ses lecteurs, de pouvoir leur proposer des choses différentes et puis de les engager au long cours. Là-dessus, c'est une stratégie à laquelle on a réfléchi avec Médiane, que tu connais, et qui nous ont un peu aidé à poser les bases de cette dynamique d'abonnement à durée libre. La revue, elle est aussi vendue en librairie. Ça va être 25-30% du chiffre d'affaires. C'est essentiel parce que c'est un endroit où on va rencontrer les lecteurs et puis aussi parce que nous, on est une revue d'amoureux des livres. Donc, on va faire la promotion de livres, on va faire des rencontres en librairie et puis comme je disais, c'est un lieu de rencontre. Et puis le 3e pilier, ça va être la philanthropie. Donc, comme tu as compris, moi, je viens vraiment de ce milieu-là. Je pense que dans les médias, la question philanthropique est encore assez prémisse, mais qu'il y a vraiment des choses à développer. Et j'ai pas encore parlé de ça, mais à Cometa, il y a un point très important, c'est que on est une revue qui a vocation à soutenir des auteurs qui sont à l'Est. Et du coup, ça, évidemment, on va en faire aussi quelque chose en termes de financement. On va aller chercher des fondations, on va aller chercher des mécènes, donc on a déjà des engagements. Et puis, depuis le début,
j'ai travaillé avec une personne avec qui je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Pauline Legros, et qui nous accompagne aussi sur ces sujets-là, et qui nous aide à identifier à la fois les leviers et des mécènes en Europe, et qui vont nous aider à développer tout ça. D'accord. Et tout ça, pardon, tu dis soutenir les auteurs, c'est soutenir financièrement ou c'est en leur donnant une tribune dans la revue? C'est quoi le... Alors, c'est une vraie question parce que moi, je me dis qu'on peut pas juste soutenir des auteurs en leur donnant du travail. C'est du travail, c'est pas du soutien. Donc, il faut aller au-delà. Donc on a commencé évidemment à potasser là-dessus. On a pas mal d'idées de résidences, de soutien matériel, de soutien financier, etc. On va aussi, maintenant qu'on a un numéro 1 qui est bouclé, on va aussi lancer une grande enquête auprès de nos premiers auteurs et puis des suivants pour voir de quelle façon on peut les aider à poursuivre leur travail dans les conditions dans lesquelles ils sont. Il y en a qui sont encore dans des zones dangereuses, il y en a qui sont en exil. Ça, c'est vraiment terrible. Enfin, moi, je connais bien cette question pour avoir travaillé longtemps donc à Reporters sans frontières, mais le journaliste en exil, c'est pour lui extrêmement compliqué de retrouver du travail. Donc on est en train de démêler. Notre objectif, c'est pas de se substituer à une ONG. C'est pas notre travail, mais en fait, ça a été vraiment l'énergie de départ, en fait, de se dire qu'on avait envie d'être aux côtés de nos consoeurs et de nos confrères qui étaient en difficulté. Et du coup, cette flamme-là, on veut la faire vivre, en fait. Voilà. Ok. Donc après, il y a encore un peu de réflexion là-dessus sur quelle forme ça peut prendre, etc. Mais c'est en cours. Et c'est en cours. Il y a beaucoup de chantiers, mais c'est bien. Après, tu parlais des résidences, ça peut être ça ou peut-être des prix, tu vois, comme je pense à ce que font pour la presse libre de Mediapart, par exemple, tu vois, ce genre d'initiative, un fonds de dotation, enfin, je sais pas. Alors, ça fait complètement partie. Ouais. Tu sais, ouais. On est en phase. Donc, le prix, ça fait évidemment partie du dispositif. Nous, ça nous permettra en fait, l'idée, c'est vraiment de financer un travail au très long cours. Donc, on est en train de réfléchir un peu à la forme qu'il pourrait prendre et aux catégories qu'on pourrait rétribuer. Mais le prix, c'est évidemment une modalité intéressante qui nous permet aussi de faire une communication large et de plus être dans une approche un peu one-to-one de journalistes ou d'auteurs. Là, ça nous permet d'ouvrir à fond et d'aller chercher d'autres catégories. Et le fonds de dotation, alors on a ce projet aussi avec mes associés de créer un fonds de dotation, mais qui serait vraiment en parallèle de Cometa et qui pourrait s'aimer de manière plus large. Mais là, on s'est dit qu'on allait déjà faire une revue. Oui, non, mais bien sûr. Là, on est déjà dans les projections, un peu les perspectives, etc. Et Dieu sait que ça prend du temps et de l'énergie. Ah bon? Non, mais bien sûr, c'est clair. Et elle est là, la revue. Le numéro 1 est là. Ouf. Ça, c'est chouette. Je reviens un peu sur le positionnement. On a vu un peu le constat derrière, c'est qu'on parle pas assez, on connaît assez mal l'Est de l'Europe. Est-ce que tu peux, un peu revenir dessus et sur les auteurs? Alors, il y a évidemment plein de questions que tu as déjà un petit peu esquissées en introduction, mais peut-être revenir sur le constat, tu vois, de la revue, un peu sur comment est-ce qu'on se dit qu'on va mieux parler de l'Est pendant que vous avez pris sur la littérature. C'est aussi une manière de se démarquer. C'est quoi un peu tout ça? Oui, le fait de se spécialiser sur une région, clairement, ça démarque. C'est aussi une difficulté sur le plan éditorial. Nous, on a un comité éditorial qu'on appelle comité consultatif, qui est super. On a des très grandes personnalités qui nous aident, Pierre Aski, Emmanuel Carrère, Anna Colin-Lebedev, Christophe Boltanski. Et en fait, sur cette question de comment on parle de l'Est, il y a un écueil, c'est de rendre plus exotiques les sujets. Parce qu'évidemment, on est complètement enthousiasmé par les particularismes d'une région, mais il faut vraiment faire attention à pas tomber dans la caricature. Donc ça... C'est clair que c'est pas évident. Tu dis que tu peux faire un numéro comme ça va être un peu sympa, mais ça fait pas une revue régulière, non. Quoi. Ni régulière, ni intéressante d'ailleurs. Ouais. Parce que on se laisse embarquer par des sujets qui nous amusent et on a quand même envie de raconter la réalité de cette zone.
Il y a un autre sujet qui nous tient à cœur depuis vraiment le début, c'est une obsession, c'est de pas être manichéen. Sur la guerre, on le sait, c'est très difficile. C'est très difficile, puisque comme je te disais tout à l'heure, sur le plan des idées, on est vraiment sur un terrain inflammable, quoi. Donc, c'est difficile de garder sa ligne. Les mots peuvent assez vite déclencher des incendies, pour filer la métaphore. Et du coup, on est très attentif à tout ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que cette guerre, cette agression russe, elle est d'une gravité telle qu'elle méritait qu'on s'y penche au long cours dans une revue où on pourrait, par exemple, feuilletonner. Donc ça, c'est un truc qu'on va faire. C'est-à-dire que on a décidé de donner une prolongation aux articles. Et là-dessus, le site web qu'on prépare va aussi beaucoup nous aider. Mais voilà, donc des auteurs qui vont partir plusieurs fois. Au début, pour ceux qui auront la revue entre les mains, on a des lettres d'eux, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous écrivent aux quatre coins de l'Est et qui nous racontent leur quotidien, ce qu'ils traversent, etc. Et donc, le format épistolaire aussi, ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment développer. Quand on a conçu la revue, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais c'était la sortie de Cher connard de Virginie Despentes. Et je ne sais pas si tu te souviens, c'était ce format-là, la correspondance. Les lettres, et en fait, c'est vrai que c'est un truc un peu désuet qui avait disparu. Et je pensais que ça allait être le point de départ d'un engouement, mais pas tant que ça, alors que c'est vraiment un format très agréable à lire, qui génère une forme de suspense et que nous, on se voit bien dérouler sur le long terme. C'est un format qui marche bien. Je sais pas si tu connais la disparition. Oui, bien sûr. Des gens qu'il faut absolument qu'on rencontre d'ailleurs. On a plein de choses à se dire. Exactement. Je les avais eus sur Mediarama. C'était très chouette. Et quelle place aux photoreportages? Évidemment, je connais la réponse, mais tu peux nous en dire un peu plus? Ça faisait partie d'un peu de votre volonté dès le départ, une belle place à la photo? Ouais. En fait, je sais pas si tu sais, mais il y a une maxime qui dit que un texte sans photo est aveugle et que une photo sans texte est muette. Ouais. Alors nous, on pense exactement le contraire. Donc en fait, dans Cometa, la photographie et le texte courent un peu indépendamment. Et l'idée, c'est que voilà, il y a des récits photographiques qui se suffisent. Alors il y a quand même des légendes, mais qui se suffisent un peu à eux-mêmes et qui parfois, un peu comme dans le New Yorker où il y a ces petits dessins qui n'ont pas forcément un rapport avec le texte. Direct. Et nous, c'est la même chose. Le directeur de la photographie qui s'appelle Paolo Woods, qui est un très grand photographe qui est basé en Italie, lui, il a choisi de faire une place à plein d'écritures photographiques différentes. Donc, on a des écritures documentaires, on a aussi des travaux très personnels. Voilà, là, par exemple, dans le numéro 1, on publie le travail d'un très grand photographe russe dont le nom m'échappe alors que je ne connais que lui. C'est pas grave, t'inquiète. Un petit bug. J'essaie de le trouver, de le mettre dans les notes de l'épisode. Donc, si vous écoutez, que vous voulez voir, je mettrai les notes. Après, tu peux regarder dans le. Tu l'as sous les yeux. C'est dingue. Et qui, lui, a choisi de documenter les banlieues de Moscou. En fait, il marche des heures et des heures et il raconte notamment la propagande de guerre. Gronsky, voilà. Gronsky, c'est revenu, tu vois, tu l'avais dans. Et donc, Alexander Gronsky, il raconte comment la guerre s'affiche vraiment sur les panneaux publicitaires dans la banlieue de Moscou. Et ça, c'est génial, c'est incroyable. C'est vraiment la glorification de la force, du sacrifice. C'est terrible. T'en parlais rapidement. Alors, pardon, non, mais ça a été quoi vos inspirations? Est-ce que vous avez regardé d'autres choses, d'autres médias là-dessus, ou tout fort de votre expérience et de votre idée, vous saviez un peu ce que vous vouliez faire? Il y a des revues un peu qui vous regardez? Je pense que comme on a tous déjà une expérience, en fait, on n'a pas, on a. Vous n'êtes pas dit on veut être la revue. Je re-scroll nos réunions du début dans ma tête. En fait, non, on n'a pas du tout fait de benchmark ou de choses comme ça. Je pense que finalement, ce qui nous inspire, c'est le traitement
qu'ont pu avoir certains grands médias, mais auxquels on n'aurait évidemment pas la prétention de se comparer, mais comme le New York Times, ou même Le Monde d'ailleurs, de la guerre, il y a vraiment des papiers ou des traitements qui nous ont marqués. Mais mes associés ont pas mal de bouteilles et je pense qu'ils avaient une idée assez claire en tête de ce qu'ils voulaient. Et tout ça, ça partait vraiment d'une envie et de plusieurs envies d'ailleurs. Donc, non, il y a une chose en revanche, c'est que il a fallu résoudre un paradoxe de départ qui était de donner la parole à des auteurs de l'Est, donc des auteurs qui sont peu connus en France. Ouais. Parce que si je demande à n'importe qui de me dire quels sont ses 5 auteurs ou autrices américains préférés, c'est hyper facile. Tu y arrives. Si je dis et sur la zone, sur l'ex-zone d'influence de la Russie, bah là tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est un vrai handicap, hein, clairement commercialement. Même la toponymie, la graphie, etc. C'est idiot, mais dans un titre ça peut être intimidant. Ouais, etc. Donc, on voulait donner la parole à ces auteurs parce que c'était le sens du projet. Et en même temps, il fallait trouver, ça a été une nécessité, des passeurs et des passeuses, c'est-à-dire des écrivains et des écrivaines qui ont des noms familiers, que les gens ont l'habitude de lire, etc., et qui prennent nos lecteurs par la main pour les amener vers des sujets qui sont plus compliqués ou des noms qui sont inconnus au bataillon. Donc évidemment, quand c'est Carrère qui te raconte la Géorgie, ça change tout. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Et ça vend mieux sur un communiqué de presse. Et dans accessoirement. Accessoirement. Non, mais bien sûr. Et c'est intéressant d'ailleurs comme cette notion de passeur-passeuse. Ouais. Ça aide bien, on voit bien. Et c'est ça qui a d'ailleurs donné naissance aussi à l'idée de correspondance et de dialogue, etc. Parce que, évidemment, comment on fait coexister ces personnes? Pourquoi est-ce que c'est Emmanuel Carrère qui parlerait de la Géorgie plutôt qu'une autrice géorgienne? Bah, en fait, tout ça, ça se justifie et ça se légitime dans la correspondance et dans le dialogue. Ouais, avec le dialogue, exactement. Très clair. On l'a dit, hein, donc choix d'un papier. Est-ce que donc là je passe sur le marché. Donc le papier ça a un peu augmenté, ça coûte un petit peu cher. Est-ce que tu as eu un impact pendant que vous étiez en train de monter ou c'était déjà très cher? Nous, en fait, quand j'ai fait les budgets prévisionnels, on était vraiment, on était au pire de la crise. Là, les imprimeurs le disent pas trop, mais le papier rebaisse. Hein. Non, je suis toujours surprise que ça mette autant de temps à arriver. Mais il se trouve que pour un autre client, j'ai fait un appel d'offres en juillet et le papier baisse. Donc, et apparemment va continuer à baisser. Donc, nous, quand j'ai fait les budgets prévisionnels, sur le papier qu'on utilise, c'était à peu près à 1 200 € la tonne. C'est imprimé où, pardon? Chez Paulina, en Vendée. D'accord. Donc en France. En France. Voilà. Et là, le papier rebaisse. Aujourd'hui, il est à peu près à 1 000 € et normalement, il devrait continuer un peu sa baisse. Donc finalement, c'était plutôt, ça nous a permis de faire des budgets prévisionnels plutôt pessimistes. Ouais. Et là, voilà. La bonne. Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué de monter une revue papier aujourd'hui. Les taux de marge sont quand même difficiles. Et puis, nous, on a choisi d'être diffusés que en librairie, qui heureusement est un secteur qui se porte plutôt bien, même là, si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais quand même post-Covid. C'est moins compliqué que les. C'est moins compliqué que le kiosque, où non seulement c'est très cher parce qu'il faut mettre du papier, comme on dit, c'est-à-dire il faut vraiment être présent partout, mais en plus les points de vente sont plutôt à la baisse. Il y en a qui ferment tout le temps. Enfin, c'est vraiment dur. T'as de destruction. C'est un modèle qui est un peu compliqué. Compliqué à tout point de vue, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu t'en as parlé rapidement, il y a un site web qui va sortir. Vous avez une strate sur le numérique. Alors, on a bien compris, c'est une revue papier à la base, hein, c'est ça le média, mais il y a une stratégie sur le numérique derrière? Ouais. En fait, on s'est dit assez vite qu'on était un projet bimédia, qu'on avait envie d'avoir une relation avec notre audience entre 2 parutions, et 3 mois c'est long, même si on a de quoi les occuper pendant 3 mois. Ouais. Mais ça d'une part, d'autre part, on voulait aussi laisser la place à des formats qui sont peut-être plus compliqués sur le papier, à l'immédiateté aussi, pourquoi pas, même si c'est moins notre registre. On pense que il y a plein de sites qui parlent d'actu et que nous, c'est pas un média d'actu. Non, on n'est pas un média d'actu, mais qu'on veut aussi prolonger l'expérience du papier. Comme je te disais tout à l'heure, donner la parole à des auteurs qu'on a dans le papier pour qu'ils poursuivent un petit peu leur récit et qu'ils continuent à nous raconter qui ne méritent pas forcément une republication dans la revue papier, mais ça peut être intéressant de feuilletonner, de suivre. Exactement. Et donc là-dessus, on a eu la chance de s'appuyer sur un de nos investisseurs,
Je l'ai pas encore mentionné, mais nous, on a une filiation suisse assez importante. Déjà parce que Serge Michel, un des cofondateurs, est suisse. Et puis, dans notre actionnariat, on a ID News, qui est un média qu'il a fondé, qui appartient exactement. au Temps. Et donc, sur le site web, on a eu la chance de travailler avec les équipes du Temps. Qui avait un super traitement de la guerre, en Ukraine. Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, je pense pour ça aussi qu'ils étaient très sensibilisés à la démarche. Et eux nous ont vraiment accompagnés. Ils ont mis à disposition de Cometa leur technologie qui s'appelle Spiri, qui est un CMS assez performant. Et nous, en échange, je dirais, même si les termes de l'échange sont évidemment plus compliqués, mais on endosse de très bon gré un rôle aussi d'incubateur sur certains sujets. Et puis, on a pu aussi avoir C'est-à-dire incubateur sur des sujets sur notamment les questions de monétisation. Dans les 5 cofondateurs, il y a la dernière pièce du puzzle que j'ai pas encore mentionnée, qui est Grégory Rosière, et qui s'occupe notamment du digital, qui est un ex chez ID News. Alors, chez ID News, maintenant au Temps, on travaille à mi-temps. De toute façon, ouais. Mais voilà, tout ça est une grande famille. Oui. Et donc, lui, il a pensé un peu toute la stratégie digitale pour Cometa. Et voilà, l'idée, c'est de, derrière un paywall, donner une seconde vie au papier de la revue, de les faire vivre aussi au long cours, et puis de créer des prolongements. Et voilà, du coup... tester ça, eux s'appuient sur vous pour tester des strates, des produits. Exactement. C'est pas mal, c'est un bon deal. Ah ouais, c'est un très bon deal. Techno en face. Et donc, tout ça doit sortir au mois de novembre prochain. D'accord, donc c'est... Fin octobre, début novembre. Tout ça se passe en parallèle, etc. C'est un peu sport. Sport, ouais. Clairement. Ouais, j'imagine. Non, mais c'est un truc qu'on dit peut-être pas assez souvent. Je sais que le SPIL le fait beaucoup quand ils ont des nouveaux adhérents, mais c'est que monter un média, c'est un... Et oui, et puis c'est beaucoup de casquettes. Là, vous êtes une belle équipe, vous avez la chance de lever, c'est un peu exceptionnel, etc. Mais justement, sur cette presse un peu indépendante, tu parles du SPIL, quel regard tu portes? Parce que il y a eu quand même pas mal des beaux projets. Je pense à 21 notamment, mais donc qui est parti à la casse cet été, a priori racheté par Indigo. C'est compliqué quand même là, les médias indépendants. C'est compliqué les médias indépendants. En fait, comme tu dis, c'est beaucoup de casquettes. Donc mais ça, on le voit avec tous les porteurs de projets. En fait, c'est vraiment très difficile de trouver de la ressource sur des sujets qui sont très complexes. Ne serait-ce que la diffusion. Nous, on travaille avec le groupe Hachette, avec Hachette Diffusion, qui sont une équipe absolument adorable. Et c'est rentrer dans toute cette technicité. Souvent, la librairie, j'ai remarqué que c'était un point difficile pour les porteurs de projets parce que c'est assez compliqué. Mais en fait, tout, le digital, les finances, etc. Et souvent, les porteurs de projets ont plutôt un profil journalistique. Et du coup, tout le reste est vraiment une aventure avec plein d'erreurs, ou un manque d'appétence aussi pour le sujet. C'est le grand danger, je trouve, moi, dans les médias indépendants, c'est quand c'est porté par un journaliste qui est focus sur le contenu, qui est hyper important. Mais derrière, c'est une entreprise, quoi. C'est une entreprise. Il y a aussi les questions RH parce que ça, alors, moi, j'ai eu la chance de bosser sur des projets où vraiment c'est au cœur, la question RH est au cœur du dispositif. Je ne peux que penser à la déferlante. J'allais dire, tu crois, la déferlante, c'est un sujet important, la déferlante? Ah non, mais c'est incroyable. Elles sont incroyables là-dessus. Mais en fait, pour répondre à ta question sur le marché, c'est un marché qui est très compliqué parce qu'en fait, je pense que le modèle économique d'une revue peut pas exister tout seul. Enfin, en tout cas, c'est rare. La déferlante, d'ailleurs, y arrive plutôt bien. Mais si on regarde... Hyper niche aussi, hyper engagé. Enfin, engagé, tu vois, on est sur... avec une qualité éditoriale incroyable et une cible qui est très identifiable. Donc ça, c'est un atout immense. Et d'ailleurs, on l'a un petit peu, dans une moindre mesure, parce que je pense que la cible féministe et la cible des gens qui s'intéressent aux pays de l'Est n'est pas exactement la même. Mais je vois pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est des cibles à adresser et qu'on peut circonscrire. Moi, par exemple, je trouve plus difficile de lancer une revue qui va être beaucoup plus transversale et généraliste parce que là on
on a moins en tête les... Où tu vas chercher. Exactement. Et tu trouves que sur Cometa, c'est simple et clair, où tu vas aller chercher... Oui, absolument. Et d'ailleurs, notre levée de fonds, c'est le premier témoignage de ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on s'intéresse à un sujet précis, on parle à des passionnés, voilà. Alors que si on s'est beaucoup posé la question de se dire est-ce que c'est pas fou de s'engager sur une zone aussi réduite, et on se la pose encore parfois, mais de fait, on a tout de suite pu parler à des passionnés et à des gens qui avaient envie de s'engager. En fait, c'est ça. Il y a moins de monde, mais plus passionnés, donc c'est peut-être plus ça et qui donne plus, peut-être paradoxalement. Quoi. Exactement, et qui sont ultra motivés. T'es pas sur un truc mass motivés. Market, mais t'es sur un truc plus. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que le marché des médias indépendants et surtout les MOOC, parce qu'il y a quand même cette difficulté du papier qui engendre à la fois des coûts, mais bon, finalement, sur le digital aussi, il y a des coûts, mais aussi beaucoup de logistique, beaucoup d'expertise sur la diffusion, la distribution, etc. C'est un marché qui peut exister qu'adossé à d'autres dynamiques, que ce soit un studio, une association, de la philanthropie. Donc, généralement, ça va de pair avec autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que la revue, ça reste un super laboratoire d'idées et de prolongement, en fait. Et c'est pour ça qu'elles vivent et c'est pour ça qu'elles intéressent. Et c'est fou, d'ailleurs, de voir aujourd'hui la curiosité que ça suscite. Nous, on est scotchés, clairement, par l'accueil. C'est bien. Mais, non, c'est clair. Mais c'est un marché qui est compliqué. C'est un marché de passion. C'est un marché de passion. Tu vois, ça revient un peu à ma première question où je parlais non pas de cynisme, mais voilà, c'est des fois moi en tant qu'entrepreneur, voilà, les trucs de passion comme ça, tu dis c'est bien, mais putain, derrière ça va être compliqué. Ça va être compliqué une fois que la passion elle se confronte à la réalité, etc. Ça peut être un peu compliqué. Est-ce que l'amour dure 3 ans vraiment aussi pour les revues? Voilà, exactement, pour les revues. Mais ce serait intéressant de voir si t'es sur ce truc-là. On se dira dans 3 ans. Voilà, exactement. Dans 12 numéros, rendez-vous dans 12 numéros. Perspective, alors évidemment, si je te demande c'est les projets pour 2024, tu me vas dire que déjà, vous en avez déjà pas mal en cours là pour 2023, mais où est-ce que tu vois, une fois que le site est sorti, il y a des projets, où est-ce que vous voulez aller? Alors oui, il y a pas mal de chantiers évidemment pour 2024, puisque là en fait nous ne sommes qu'un chantier. Ouais, c'est ça. Mais il y a un chantier très trivial, c'est celui du recrutement. On s'en parlait un peu avant le début de l'émission, mais nous on a un enjeu de recruter. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Vas-y. Si on cherche le job board est ouvert. Des personnes pour nous aider sur le développement. Marketing, abonnement, CRM. Abonnement, et puis développement plus général. Développement plus général. Moi, je pense qu'il faut pas trop, surtout dans des petites structures comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toucher à tout. Donc voilà, autant s'inscrire dans une logique et puis aller jouer sur différents terrains de jeu, que ce soit la librairie, les événements, l'invention de nouveaux produits, etc. Donc ça, je trouve ça un peu compliqué. C'est par manque de quoi, de temps, de ressources, parce que vous n'êtes pas connu. Pourquoi c'est compliqué? Je pense que c'est compliqué parce que c'est déjà des professions qui sont très recherchées. Enfin, moi-même je le sais pour travailler. C'est la denrée rare. C'est la denrée dans les rare. médias, les spécialistes de recrutement, abonnement, développement, ça arrache. Et du reste, je conseille à tout le monde de choisir cette voie parce que c'est amusant et qu'on sera jamais au chômage. Non, c'est clair. Mais donc voilà. Donc nous, le premier chantier, c'est vraiment celui du recrutement. On a les moyens. La question, c'est peut-être celle de la marque, je pense, clairement, parce qu'on n'est pas encore très connu et puis que comme on est au début, ça peut peut-être être un frein pour des personnes qui ont envie de s'inscrire sur le long terme, même si je sais pas si c'est le goût de l'époque, mais bon. Et puis l'autre sujet, ça va être celui de la diversification, clairement, parce que en fait, notre modèle économique, il tiendra évidemment pas si jamais notre seule activité, notre seule source de revenus, c'est la vente de ces numéros et puis la ça tu le sais, c'est clair, ça ne peut pas tenir que sur l'abonnement. Ou est-ce qu'il y a un seuil à atteindre? On n'a même pas parlé. Il y a un seuil à atteindre. Il est à combien? Il est bas, il est à 12 000 lecteurs. 12 000 abonnés? Non, 7 000 abonnés et 5 000 ventes en librairie. D'accord. Donc c'est un objectif qui est atteignable et pour le moment en plus on est plutôt dans les clous et dans le vert. Moi c'est pas la première fois que je fais des BP, donc je suis assez
précautionneuse. Précautionneuse. Et donc, on les atteint. Il y a cette dimension philanthropique. On va essayer de se tourner. Pour moi, en plus, c'est un vrai défi parce que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. On va essayer de se tourner vers plein de guichets, que ce soit des guichets publics. Il y a les fameux appels d'offres de l'Union européenne, des fondations. Il y a beaucoup de financements sur tous les sujets qui entourent la guerre en Ukraine, etc. Ouais. Et puis, vers des personnalités, et ça, on en a. On a déjà des manifestations d'intérêt, ce que je trouve super, de ce qu'on appelle des grands donateurs, des philanthropes. Mécénats, quoi. Voilà. Du mécénat. Et, mais on sait, nous, les cofondateurs, qu'il va falloir qu'on prolonge le voyage, qu'on le poursuive. Alors, on se dit qu'il va y avoir peut-être d'autres saisons, d'autres verticales sur d'autres régions, sur d'autres sujets, voilà. Et on commence à potasser un petit peu là-dessus, mais c'est un peu tôt pour en parler. Et puis d'autres produits, que ce soit des livres. Alors ça, c'est le prolongement très classique et nous, c'est ce qu'on sait faire. Donc, je pense que il y aura des hors-séries, des choses comme ça. Des tirages photos aussi. On aimerait bien investir un petit peu ce champ-là parce que Paolo, le monsieur photographie de la bande, lui, a beaucoup d'idées là-dessus. Et puis, évidemment, des choses qui sont plus, je pense, une façon de fidéliser notre audience, mais des événements, des book clubs. Ouais, développer la communauté. Développer la communauté, exactement. Donc, et puis, ce dont on se parlait, troisième chantier, c'est vraiment le soutien, les résidences, les prix, le soutien aux auteurs de l'Est. Ouais, donc tu vas avoir besoin d'étoffer un peu l'équipe, effectivement, si tu veux faire tout ça. L'appel est passé, en tout cas. Si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Perrine sur LinkedIn, notamment. Ouais, bien sûr. Là-dessus. Ouais. Dernière question. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager pour conclure cet épisode Ne me dis pas le numéro 1 de la série de la revue Cometa, parce que c'est très cool. Alors après, je sais pas si on peut dire que c'est cool. Elle est très belle, elle est hyper intéressante. Enfin, si, toi, tu vas dire qu'elle est cool. Ah ouais, je pense qu'elle est cool, mais j'avais quand même imaginé autre chose. J'espère bien. Non, elle est... Alors, moi, j'adore donc la presse depuis toujours. Ouais, ça se sent un peu. Le truc que je lis depuis que je suis enfant, je pense, mais encore adulte, c'est la Hulotte. Ah non, pas j'aime bien. La Hulotte, j'étais abonné quand j'étais louveteau. Non mais tu vois, j'étais scout de France et la Hulotte, mais c'est super. Donc la Hulotte, c'est génial. T'es encore abonné ? Je suis encore abonné. Je l'ai lu à mes enfants, évidemment. Ouais. Et la Hulotte, j'adore parce qu'en fait, c'est, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, pardon. Mais c'est Pierre Déon, qui est un instituteur... qui vit dans les Ardennes, si je dis pas de bêtises, donc à l'Est. Et Pierre Déon, qui était instituteur dans les années 70 et qui a imaginé, j'ai pas envie de l'appeler une feuille de chou, mais c'est quand même un objet très modeste sur un papier. Mais mise en forme, voilà, c'est très simple, quoi. Oui, un A5. Sorte de petit fanzine. Voilà, un petit A5 où il raconte l'histoire des animaux et des plantes à la première personne et où il dessine, et c'est très documenté. Donc c'est vraiment pour les amoureux de la nature. Et cette revue, elle existe depuis une quarantaine d'années, je pense, maintenant. Et elle a quand même 150 000 abonnés. Ouais, c'est le journal le plus lu dans les terriers. Exactement. Le journal le plus lu dans les terriers et donc ce modèle génial qui a été d'emblée de se vendre que par correspondance. Je me souviens même plus combien coûte l'abonnement, mais c'est pas cher. Offre découverte, 38 €. L'abonnement, offre découverte, c'est pas cher. Et zéro publicité. C'est marrant. Zéro lieu de diffusion. Ouais. Et c'est une espèce de truc direct, presque DNVB, tu sais, où t'as pas de prestataire, t'as rien, t'as pas de pub, t'as pas de distribution, t'as pas de marketing. C'est marrant, quand tu m'as parlé, ça m'avait fait petite Madeleine de Proust, me rappeler un peu mon enfance. Donc la Hulotte, écoute, je mettrai pareil le lien pour vos enfants, c'est top, quoi. Ouais, et je le redis, même pour les adultes, ça marche. Même pour les adultes, ça marche bien. Je vois que le logo a pas changé. Non, le logo a pas changé. J'ai relu les épisodes sur le lierre récemment parce que j'en ai beaucoup dans mon jardin et c'est passionnant. C'est très cool à la fois ton anecdote et le projet
Cometa. Donc merci pour ton temps, bravo pour ce projet. On suivra ça de près. Si tu as des choses à nous dire, après on pourra relayer sur la newsletter. Au moment où vous écouterez cet épisode, ce sera la sortie du numéro 1 sera sorti en librairie. Donc ruez-vous dans les librairies pour acheter le numéro 1 de Cometa, ou mieux, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci Perrine. Merci François. C'était un vrai plaisir et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.